sur le plateau avec les mêmes invités, Dominique Yamtimba, Jonathan Batenguene, professeur Jean-Paul Mbelek et le général Issa Diawara, le général de la rue malienne, pour parler cette fois-ci du Mali et de la CEDEAO avec, on fera, je le disais d'entrée de jeu de cette émission, le bilan des sanctions infligées au Mali par la CEDEAO à la suite de la prise du pouvoir par les militaires conduits par le colonel Assimi Goïta. 6 mois après, bilan et perspective des sanctions infligées au Mali par la CEDEAO. On va tout d'abord, avant de commencer le débat, prendre cet élément de la réalisation qui retrace le parcours de ces sanctions-là, qui revient également sur la dernière assemblée de la CEDEAO qui a maintenu les sanctions au Mali et la réaction du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. On prend l'élément, on revient par la suite sur le plateau pour en parler avec nos invités. Déception du Mali à l'issue du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu ce samedi à Accra, au Ghana. Le pays espérait la levée des sanctions économiques et financières imposées depuis le 9 janvier dernier par le bloc régional. Mais les chefs des États ouest-africains en ont décidé autrement, demandant à leur émissaire Goodluck Jonathan de poursuivre ses efforts de médiation. Il est vrai que nous nous serions attendus à ce que ces sanctions soient levées immédiatement. Je crois que nous devons être un peu patients. Nous sommes dans une dynamique qui nous permettra d'arriver à ça dans quelques semaines. L'ensemble des participants sont aujourd'hui dans cette dynamique. Et il faut aussi retenir que les quelques semaines qui nous séparent de cette décision doivent être mises à profit pour que les Maliennes et les Maliens, nous gardions notre sérénité. Évitons de répondre aux provocations, évitons vraiment de tomber dans les pièges qui sont tendus ici et là. Ce qui nous semble être important, c'est que les conclusions finales de ce sommet prennent en charge les propositions du gouvernement du Mali et les mêmes propositions prennent en charge les aspirations des Maliens pour les réformes sécuritaires, les réformes politiques et institutionnelles dans une période de 24 mois de transition devant se conclure au mois de mars 2024. Au lendemain de ce sommet, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération a déploré le lourd impact de ces sanctions sur les populations, mais également pour toute la région, dans un contexte de guerre en Ukraine qui impacte toutes les économies du monde. Une grande majorité des délégations des chefs d'État présentes au sommet ont aussi relevé ce caractère, l'impact négatif de ces sanctions sur les populations et surtout la nécessité de pouvoir lever rapidement pour pouvoir renforcer le processus de transition au Mali, mais aussi renforcer le cadre économique régional qui aujourd'hui souffre de cette situation et pour en définitive renforcer la paix, la stabilité dans notre région. La CEDEAO a reporté sa décision sur la période de transition proposée au Mali au 3 juillet prochain. Le bloc régional plaide pour une transition entre 16 à 18 mois contre les 24 proposés par les autorités maliennes. Nous avons toujours indiqué qu'il était important de procéder à la réforme du système électoral et un projet de loi électorale est déjà déposé sur la table du Conseil national de transition et ce projet de loi électorale intègre aussi la question de l'organe unique de gestion des élections. Donc ça c'est un élément important. L'autre élément c'est l'écriture d'une nouvelle constitution et le reste des paramètres c'est l'organisation des différents scrutins au niveau local et régional, communal, mais aussi l'organisation d'élections législatives qui doivent être couronnées maintenant vers la fin du processus de transition par l'élection présidentielle. Sanctionnées par la CEDEAO, les autorités maliennes semblent bénéficier du soutien des populations, dont la résilience a été saluée par Abdoulaye Diop. Pour nous, le plus important, c'est le rassemblement des Maliens. Ce qui a été fait au cours de ces derniers mois, les difficultés à travers lesquelles nous sommes passés, on n'aurait pas pu atteindre ces résultats si les Maliens ne s'étaient pas donné la main, s'ils n'avaient pas regardé dans la même direction. Et je suis certain que, quels que soient les défis, chaque fois que les Maliens ont décidé de s'unir, nous avons pu relever ces défis, surtout au moment où aujourd'hui toute l'Afrique regarde vers le Mali. Nous ne pouvons pas baisser les bras, nous devons rester sereins. Nous savons où nous voulons y arriver, et nous avons défini notre vision et nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir la réaliser dans la paix, dans la quiétude,
dans l'entente entre les Maliens. Et vraiment, l'objectif essentiel aujourd'hui, c'est créer les conditions sécuritaires pour pouvoir organiser ces scrutins. Merci à la réalisation. On va donc reprendre la direction de Bamako pour retrouver Issa Diawara. Eh bien, on a écouté ensemble Abdoulaye Diop pour nous permettre de comprendre, de mieux comprendre en tout cas Issa Diawara ainsi que nos téléspectateurs. Comment est l'atmosphère actuellement du côté du Mali? Ok, merci. Ici, là, nous sommes sereins, tout va bien. Et nous faisons avec. Et moi, personnellement, il n'y a pas grande différence majeure quand on était encore en tout cas dans l'esclavage français. Et maintenant que nous sommes en train de nous libérer, nous sommes conscients que la liberté a un prix. La liberté a un prix et nous sommes conscients du prix à payer. C'est pourquoi le 14 janvier, les Maliens étaient sortis massivement et nous avons dit haut et fort que nous sommes prêts à manger s'il le faut des feuilles de l'arbre plutôt que de nous soumettre à la volonté de la France. Ça, c'est jamais. Nous savons d'où nous venons, nous savons où nous voulons aller. C'est ce qui est important, c'est ce qui compte. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, les sanctions répondaient à quelques objectifs. Il y avait des objectifs carrément visés. Premier objectif, c'était de faire tomber le régime au bout de quelques semaines. Il faut que les salaires soient coupés, que les pays et que les Maliens envahissent la rue et tout de suite qu'il y ait des militaires qui puissent justifier un coup d'État. Mais est-ce que cela a été le cas? Non. Les salaires sont toujours payés. Et Dieu merci, aujourd'hui encore, 17 juin, nous avons notre salaire du mois de juin. Donc les salaires sont toujours là. Et le pays fonctionne tant bien que mal. Nous sommes là. Nous sommes sur pied. Nous connaissons les mêmes difficultés que les pays qui ne sont pas encore sous sanction. Donc pour nous, ça ne change pas grand-chose. Et deuxième point, c'est qu'il faudrait voir. Et non seulement c'était de renverser le régime dans le premier objectif, c'était surtout de casser le rythme du Mali. Mais bien au contraire, aujourd'hui, le Mali n'est pas éparpillé. Vous avez une unité sacrée autour des autorités de la transition. Donc, au contraire, le colonel Assimi Goïta, les cinq colonels sortent grandis dans cette histoire, dans ces bras de fer. Donc, les autorités sont soutenues par le peuple malien. C'est ce qui compte. C'est le souhait de tout dirigeant dans le monde. Même Emmanuel Macron, son plus grand souhait, c'est de voir les Français se ranger derrière lui comme un seul homme. Mais est-ce qu'il peut l'avoir? Je pense que non. Deuxième objectif de ces sanctions, c'était de rendre certaines opérations difficiles. Notamment, vous savez que le Mali est un pays en guerre sur plusieurs fronts. C'était d'asphyxier le Mali, empêcher le Mali d'accéder à ses ressources financières. Donc, ne pas être à mesure de recruter des hommes, ne pas être à mesure, parce qu'une guerre, ça coûte très cher, ne pas être à mesure de nous payer du carburant, ne pas être à mesure de financer toutes les dépenses liées à la guerre. Mais là encore, Dieu merci, nous avons un partenaire fiable. La Russie est là, nous avons l'Algérie de l'autre côté, nous avons des partenaires qui nous aident en carburant, et vous le savez, la Russie est en train de livrer 11 000 tonnes de blé au Mali gratuitement. Là où Macky Sall est en train d'aller commander, nous l'avons gratuitement. Donc c'est l'avantage d'avoir un partenaire fiable. Et bien au contraire, au lieu de limiter nos opérations militaires, le Mali aujourd'hui continue de recruter des hommes. Au moment où je vous parle, il y a des hommes qui sont en train d'être intégrés, les anciens combattants directement, et il y a des jeunes du Mali qui sont en train de se faire enrôler. Il y a un recrutement massif qui est à court de milliers de jeunes. Donc là encore, ils ont tapé poteau, comme le disent nos frères ivoiriens. Ils ont raté encore. Donc là, ça va. Et puis nous montons en puissance. Bien au contraire, les sanctions, la fermeture des frontières et autres, ont eu pour effet d'asphyxier les terroristes. Vous avez vu que de l'autre côté, au Burkina, tout comme au Mali, ils ont tenté les terroristes de voler un camion citerne que les militaires maliens ont récupéré 2 heures du temps après. Et du côté du Burkina, de toute façon, vous avez vu combien de camions citernes ils ont essayé de détourner, de voler. C'est comme ça qu'ils s'attaquent au camp militaire burkinabé, au camp de nos frères, pour essayer d'avoir du carburant et des munitions. Ils sont en cours de carburant, ils sont en cours de munitions. Ils ne peuvent rien. Et surtout que nous, on a expulsé G5 Sahel. L'administration est en difficulté, l'administration est presque encerclée par la force malienne. Donc là, ce sont les terroristes. On vous a dit, l'opération de Moura, c'est parce que les terroristes se réunissaient pour voir comment pallier aux difficultés financières
à leur ravitaillement en carburant. Donc là, ça ne va pas, ils sont bloqués de toutes les parts. Donc les sanctions, au lieu de mettre le Mali réellement en difficulté, les sanctions mettent surtout les terroristes en difficulté. Et dites-vous que quand une porte se ferme, d'autres portes s'ouvrent. C'est pourquoi nous avons du carburant de la part de nos partenaires fiables. Il y a même la Russie qui vient de doter le Mali des locomotives. 3 locomotives flambant neuves. Depuis le temps d'IBK, il était là qui faisait le jeu des Français et que le Mali n'était pas sous sanction. Nous, notre chemin de fer était à l'arrêt. Donc, conclusion, les sanctions renforcent le patriotisme et dessinent un chemin d'avenir pour le Mali et nous permet aujourd'hui de connaître qui sont nos vrais amis et qui étaient de faux amis. Et nous savons dorénavant quels sont les pays qui sont des ennemis. Merci. Vous également, Issa Diawara, on revient donc sur le plateau avec vous, Dominique Yamtimba. On a écouté, en tout cas, Issa Diawara qui nous a brossé le tableau, décrit l'atmosphère du côté du Mali actuellement. Eh bien, Dominique Yamtimba, les autorités maliennes et le peuple malien résistent malgré toutes les sanctions. S'il faut faire un bilan, d'après vous, est-ce qu'on peut dire, après 6 mois, que les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO ont servi plutôt les intérêts du peuple malien dans ce rassemblement que décrivait tout à l'heure Issa Diawara? Tout dépendait de l'environnement que les sanctions avaient trouvé. Et l'environnement que les sanctions avaient trouvé était un environnement de poussée nationaliste et patriotique. Et du coup, cette poussée qui venait du bas et les sanctions qui s'abattaient dessus, malheureusement, la force qui venait du bas, peut-être parce qu'on avait un appui solide sur la terre du Mali, je crois que ça n'a pas eu l'effet escompté. On ne va pas dire que le Mali ne se serait pas senti mieux sans ces sanctions. Mais le Mali a réagi comme n'importe quelle personne qui se retrouve dos au mur. Quand on se retrouve dos au mur, on est toujours très inspiré. On trouve des solutions, on trouve des palliatifs, on recherche des alternatives. Et cela enrichit le corps des perspectives et des outils et méthodes qu'on élabore, ce qui permet tout naturellement de pouvoir... Ce qui permet tout naturellement, en général, d'être plus créatif. La question essentielle de ce rapport du Mali à ces sanctions, c'est la question finalement de la capacité de l'être humain à résister à ce qui l'opprime. Le Mali démontre à travers sa résilience, pas le champ de propagande que les gens reprennent ces derniers mois en disant tel est résilient, non. Mais une vraie résilience, c'est-à-dire une vraie capacité à absorber les chocs et à pouvoir avancer malgré ces chocs-là. Eh bien, nous constatons que le Mali fait montre d'une attitude qui est effectivement celle d'une génération de personnes exceptionnelles. Ce qui arrive là au Mali n'aurait pas pu arriver dans n'importe quel pays. Il y a quelque chose qui se produit à un moment donné dans un peuple et qui est lié à 2 ou 3 choses fondamentales, qui est lié à l'environnement, au milieu. Il y a quelque chose qui s'est construit, qui s'est structuré au Mali depuis pratiquement 1990, mais que les gens n'ont pas vu venir. Il y a un esprit, l'esprit que le Mali est la chose des Maliens. Lorsque Amadou Toumani Touré opère son coup d'État, les Maliens se rendent bien compte que, nous sommes au début des années 90, les Maliens se rendent bien compte que soit ils sont ensemble et ils vont survivre, soit ils se dispersent, ils sont désunis, et ils vont vraiment souffrir. Évidemment, vous vous posez souvent les bonnes questions, mais ça peut prendre du temps avant... Pour se mettre en place. Voilà, pour que les réponses soient acceptées. Parfois, elles sont même là, mais avant qu'elles ne soient assimilées et désormais qu'elles soient exprimées. Et donc, aujourd'hui, je crois que ça s'est accéléré depuis 2010, 2011, 2012.
Et ça s'est accéléré et consolidé. Et 10 ans après, le Mali n'est plus tout à fait le peuple, est un peu plus différent. Et c'est parce qu'il y a ces conditions favorables, comme un alignement des conditions favorables dans le Mali d'aujourd'hui, que nous avons cela. Ça s'appelle le facteur du milieu. C'est-à-dire qu'il y a deux facteurs là, le milieu et le moment. C'est-à-dire que c'est le bon milieu qui s'est structuré pendant un certain temps pour faire émerger ces figures-là qui dirigent cet État. Beaucoup de gens me posent souvent la question de savoir, mais Alassane Diop, là... Assimi Goïta? Non, Abdoulaye Diop? Abdoulaye Diop, pas Alassane. Mais Abdoulaye Diop, mais il était où? Mais il était où avant? Qui ce monsieur qui apparaît? On ne sait pas très bien. Mais qui est ce monsieur? Assimi Goïta. Mais ils étaient là. Assimi Goïta a même eu des difficultés en tant que militaire. Effectivement. Il est allé, il menait des opérations dans le nord, mais il s'est même retrouvé bloqué à Kidal. Incapable, Barkhane l'a renvoyé en lui disant qu'il n'avait pas le droit d'aller dans le nord. Mais ce ne sont pas des choses dont on parlait à l'époque. Les Abdoulaye Diop, ils étaient là, dans l'administration malienne. Ils ont toujours été là. Mais quelque chose s'est structuré lentement et qui a préparé ces gens-là à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que vous voyez, c'est avec beaucoup d'abnégation que nous revenons toujours sur ces plateaux d'Afrique Média et d'ailleurs, ou quand nous sommes invités, parce que nous savons que quelque chose est en train de se structurer, particulièrement dans l'Afrique où on parle le français et utilise le franc CFA, et que ce quelque chose qui est en train de se structurer, en réalité, c'est le milieu idéal de la libération de nos peuples de la domination étrangère. Et c'est pour cette raison que nous parlons toujours avec beaucoup d'optimisme et avec beaucoup de quiétude. Nous savons où nous allons. Et donc, c'est ça qui s'est passé dans le Mali, et il y a toujours le bon moment. Assimi Goïta serait arrivé au pouvoir en 2019 ou en 2018, il n'aurait pas eu l'adoubement dont il bénéficie de la part du peuple malien. Il n'aurait probablement même pas eu autour de lui les ressources humaines qui se sont alignées au bon moment, qui sont arrivées au bon moment autour de lui pour pouvoir faire du Mali ce qui est fait aujourd'hui. Le discours qui est tenu aujourd'hui n'aurait pas pu être construit parce qu'il y avait un certain nombre de facteurs internes, mais surtout externes, des chocs précis à cette époque-là qui n'auraient pas permis que les choses se fassent de cette façon-là. Donc nous devons savoir que il n'y a pas de hasard. Bon, après on peut parler, enfin, on peut le considérer, mais je veux dire que les choses se construisent et il y a ce moment-là où il y a toujours quand arrive le bon moment, le bon milieu, on construit le Mali. Donc au fond, les sanctions de la CEDEAO sont malheureusement, elles arrivent un peu comme une réaction à l'emporte-pièce. C'est-à-dire qu'on réagit, c'est effectivement une réaction. Donc il y a quelque chose qui se fait et on réagit. Sauf que chaque fois que vous réagissez, en fait, vous n'avez pas toujours la pleine mesure des fondements sur lesquels, des bases sur lesquelles ce qui a provoqué votre réaction s'est fait. Donc le Mali est serein. Et je crois que j'entends beaucoup de Maliens parler. Là, nous en avons un qui vient de parler. Les Maliens sont sereins. Ils ne courent pas. Ils ne sont pas pressés. Ils savent que c'est une perspective historique. Et tout ce qui est historique prend du temps. Et tout ce qui est historique demande que tout le monde apaise ses revendications personnelles, apaise ses objectifs personnels et sacrifie tout cela pour la communauté, pour le bien commun. Donc, les sanctions vont faire effectivement un peu de mal au Mali. Il y a des choses qu'on aurait pu faire, mais qu'on n'a pas pu faire parce que les ressources ne sont pas disponibles, elles sont gelées, on n'a pas toutes les capacités d'investissement, le commerce est... il est ralenti et il est même bloqué vers certains axes, mais le Mali est préparé. Et il faut que les gens sachent une chose. Il y a effectivement beaucoup de pays africains qui ont peur de ce type de sanctions. Mais je leur rappelle toujours que Cuba est là. Cuba est là. Ça date de 59, mais Cuba est là. Et je crois que la qualité de vie de Cuba n'a rien à envier à la plupart des pays qu'on appelle pays développés. Je rappelle à la plupart des gens que la Corée du Nord vit, que l'Iran vit, que la Russie vit, qu'il y a même la Chine là. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup de produits qui sont... La Chine est sous le coup de certaines sanctions sur certaines technologies. Mais la Chine est là, elle vit. Donc, il faudrait que nous sachions que
ce qui compte, et c'est là où je reviens toujours à la question que je rappelle, que voulons-nous? Que sommes-nous prêts à faire ou à sacrifier pour que notre peuple se libère? Voilà la seule question que les Maliens se posent. Et aujourd'hui, on voit très bien que si vous répondez à cette question de façon pertinente, que vous formulez une réponse qui soit de nature à avoir en elle-même les capacités ou disons les dispositions d'une certaine opérationnalité, eh bien vous arrivez au Mali et la stratégie de l'escalade du Mali est telle que inexorablement, inéluctablement, le Mali va devenir un État indépendant, vraiment souverain, et le Mali va emporter forcément dans sa marche une grande partie de l'Afrique, parce que là, les amis du Mali, mais c'est qui? C'est toute cette galaxie qui lutte soit directement en apportant des équipements ou en apportant des vivres, de l'aide sous toutes les formes, mais également tous ceux qui de loin, comme par exemple nous autres, luttons contre la désinformation, menons notre combat sur le haut niveau médiatique et au niveau des idées pour rassurer le Mali, parce que en lui disant, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Et nous comprenons votre combat. Ce combat est un combat qui nous concerne tous. Donc, je crois que les sanctions de la CEDEAO, encore une fois, évitons les combats inutiles de elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, elles sont efficaces, elles sont pas efficaces. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, est-ce que le Mali reste dans sa perspective? Oui, bien sûr, puisque là, en fait, les colonels avaient annoncé 3 ans. Et ils sont sur 3 ans. Après, on peut dire, on annonce 2 ans, après 1 an, mais ça fait 3 ans. Donc, ils sont droits dans leurs bottes et ils sont soutenus par leur peuple qui les a adoubés, qui leur a même proposé d'aller jusqu'à 5 ans. Effectivement. Mais eux, ils ont dit, nous restons sur la fourchette basse, c'est ce que nous avons annoncé dès le départ. Donc, je crois que ces sanctions, en réalité, je chute par là, l'effet négatif de ces sanctions, ce n'est pas sur le Mali. L'effet négatif de ces sanctions, c'est que quand la crise malienne s'achèvera, la CEDEAO nécessairement va se réformer. Elle ne sera plus jamais la CEDEAO qu'elle a été. Elle va être obligée de se réorganiser, de se réformer, et ces réformes iront tellement en profondeur pour pouvoir rassurer, non pas le Mali, parce que le Mali, lui, n'a aucun problème, mais pour rassurer les autres pays. Ceux qui aujourd'hui, d'ailleurs, parlent le plus fort et rappellent avec le plus de violence qu'il faut sanctionner le Mali et le sanctionner davantage. D'ailleurs, c'est ces pays-là qui auront le plus peur de la CEDEAO. Et la CEDEAO va être transformée. Et je pense que des hommes comme Abdoulaye Diop, seront une chance pour l'Afrique de l'Ouest en tant que dirigeant de la CEDEAO. Parce que lui, il saura que la CEDEAO doit être organisée d'une certaine façon pour protéger tout le monde, pour être le filet de sécurité de tout le monde, le filet de solidarité pour tout le monde. Et je crois que s'il y a bien un poste qu'il devra occuper après ses fonctions de ministre des Affaires étrangères de la coopération du Mali, c'est celui de patron de la CEDEAO. Et c'est une chance pour l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Dominique Yamtimba. Je me tourne à présent vers vous, professeur Jean-Paul Mbelek, dans l'extrait qui a été joué tout à l'heure. On a écouté Abdoulaye Diop, dont parlait Yamtimba il y a quelques instants, qui faisait état d'un certain optimisme en ce qui concerne la levée future des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Est-ce que, d'après vous, professeur Jean-Paul Mbelek, vous partagez cet optimisme d'Abdoulaye Diop en ce qui concerne justement la levée de ces sanctions? Oui, ces sanctions seront levées, donc il a le droit d'être optimiste et il a raison, c'est quelqu'un qui voit bien les choses. La seule, ce que je vois, c'est que la CEDEAO a tiré sur une ambulance. Quand même, le Mali est en guerre, et c'est depuis au moins 2012, 2011 même avant, mais bon, mettons 2011. Et n'empêche que la CEDEAO n'est jamais intervenue en faveur du Mali, alors que c'est des terroristes qui sont là. La CEDEAO n'a jamais envoyé un appui militaire, économique quelconque pour favoriser le Mali, alors que c'est censé être une organisation de solidarité interrégionale entre les peuples. Alors, comment ça se fait que lorsqu'un pays maintenant s'engage à défendre son intégrité territoriale, à reconquérir cette intégrité territoriale, à unifier son peuple autour justement de cette volonté de garder le pays uni et non pas divisé, comment ça se fait que ce pays-là, on le condamne? Quel exemple on donne, non seulement aux pays de la sous-région, mais au reste de l'Afrique? Quel exemple on donne même au reste du monde? De quoi il s'agit?
Est-ce qu'on est en train d'exprimer là, on est en train de dire au reste du monde, nous les Africains de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes solidaires, nous les Africains, et puis par extension, cette autre organisation, soi-disant continentale, l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle a fait pour le Mali? Nous voyons comment des pays qui sont éloignés, je parle de l'OTAN, parce qu'ils devaient garder leur distance vis-à-vis de la Russie, mais ils veulent s'approcher. Ils envoient des milliards qu'ils n'ont jamais envoyés sur demande de soi-disant des G5 Sahel. Ils envoient à l'Ukraine. Et chaque jour, on nous donne de nouveaux chiffres. On envoie. Bon, l'Ukraine en train de s'endetter aussi. Hein. Mais bon, en tout cas, ils envoient. Et à la limite, ils sont prêts à s'engager si ce n'était pas la Russie qui était là, quoi. Ils seraient prêts à s'engager militairement. Donc comment ça se fait que ces pays qui sont si éloignés de l'Ukraine, parce que l'Ukraine fait partie d'un ancien bloc qu'on appelle le bloc de l'Est, comment ça se fait qu'arrivant en Afrique, nous qui sommes soi-disant historiquement les champions de la solidarité, on est plutôt en train d'attaquer, de combattre celui qui veut aider l'Afrique, parce que libérer le Mali des terroristes, c'est libérer l'Afrique des terroristes, puisque le Mali fait partie de l'Afrique. Ce serait des terroristes en moins. D'ailleurs, ce qui arrive au Mali est arrivé parce que ces mêmes occidentaux, sur lesquels Amnesty International, on n'en a pas été, on n'a jamais rien dit, c'est eux qui ont déstabilisé la Libye, et voilà les conséquences. Et qui viennent même jusqu'à Boko Haram, que ce soit au Nigeria, au Cameroun, et même en République centrafricaine. Donc, moi je pense qu'il y a une chose, hein. Nous les Africains, nous devons nous dire une fois pour de bon que nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on n'est pas là pour faire les gentilles demoiselles. Parce qu'après tous les autres, eux, ils tirent sur nous. Eux, ils n'ont pas de pitié. Eux, ils n'ont pas froid aux yeux. Eux, ils sont là pour tuer. Parce que ce n'est pas le terrorisme, c'est la tuerie qu'ils ont même pris possession de l'Afrique avec la colonisation. Et avant qu'ils ont pris les Africains, les ont emmenés en captivité, en esclavage. C'est ce même terrorisme, cette même violence qu'ils exercent en permanence. Donc, nous devons savoir que nous sommes en guerre. Tant que l'Afrique ne pourra pas s'exprimer en toute souveraineté, tant que sur le moindre mètre carré africain, on ne pourra pas jouir de nos propres matières premières, parce que c'est Dieu qui les a données naturellement, tant que des puissances étrangères nous imposeront des monnaies nazies, tant que même ceux qui prétendent avoir des monnaies n'auront pas le contrôle total sur leur propre monnaie, parce qu'ils reçoivent un diktat qui vient, soit du FMI, soit de la Banque mondiale, soit de la Fed, soit je ne sais pas de quoi encore, 13 familles, hein, vous connaissez, hein. Voilà. Non, nous sommes en guerre. C'est une chanson même de Bob Marley. Si vous voulez qu'on détende un peu l'atmosphère. Wow. C'est une chanson de Bob Marley. Donc nous devons garder ça en tête. Nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on est comme en guerre. C'est-à-dire que je n'ai pas à faire le gentil. Je n'ai pas à essayer de supplier. Non. On ne supplie pas l'ennemi. Puisque l'ennemi tire sur moi, je tire sur lui. Un point trait. Si je le vois, je n'ai pas de cadeau à lui faire. Et justement, c'est pour cela qu'il ne faut pas faire cette confusion. Parce qu'on ne peut pas tuer. Tuer n'est pas facile, hein. Tu as déjà essayé de tuer quelque chose? Même un poulet, tu as déjà essayé? Seulement les moustiques. Ah, seulement les moustiques. Mais je dis que même un poulet, c'est pas facile. Hein. Effectivement, pour tuer le poulet. Égorger un poulet, c'est pas très. Ah, vas-y, tue le poulet. Il est vivant, hein, c'est pas le poulet que tu es seulement en train de découper. Tue-le. Alors, combien de fois un être humain? Parce que c'est ton semblable. Pour tuer un être humain, quand tu es un humain, il faut le haïr. Et cette haine, nous devons la travailler contre nos ennemis. Pas contre nous. On va pas se massacrer entre nous. Mais l'ennemi, celui qui ne veut pas laisser l'Afrique respirer, alors que l'Afrique est la terre-mère de l'humanité. Par définition, quiconque opprime l'Afrique opprime l'humanité. Nous devons les haïr pour pouvoir les tuer. Et les tuer, ce serait débarrasser l'humanité d'une racaille. Mais je pense que le mot racaille, c'est gentil, des nazis. Je reprends le mot de Poutine, des nazis. Des gens qui sont ennemis de l'humanité. Voilà. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais chuter là-dessus, que Abdoulaye Diop. Diop, c'est ça, a raison, parce que c'est mathématique, hein, c'est clair que ces sanctions, même, regardez, ces sanctions inspirées par l'Occident, comment c'est stupide. L'Occident même fait des sanctions stupides. On a vu ça avec la Russie. C'est-à-dire que tu fais des sanctions, puis ça joue contre toi à la fin. Maintenant, tu commences à courir par derrière pour dire avec. Est-ce que tu peux, on peut s'entendre un peu? C'est n'importe quoi. Donc, ces sanctions sont contre-productives, puisque ça joue contre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ça joue contre ces mêmes pays. Je rappellerai également que la CEDEAO était prompte, comme quoi c'est sélectif. Donc, on voit pour qui ils travaillent en fait. Ils travaillent forcément pour quelqu'un, ces gens-là. Mais certainement pas pour l'Afrique. Pourquoi? Le Niger est la première puissance économique et même puissance tout court en Afrique. Comment ça se fait que le Niger reçoit les occasions de Macron?
Oui, je vais dire à Nana Akufo qu'il faut que Nina contre le Mali. Comment ça se fait que... Oui, d'accord, Nana Akufo joue bien, mais comment le Niger fait partie de la CEDEAO? Comment ça se fait que le Niger aussi se plie à ça? Comment ça se fait? Mais parce que l'agenda n'est pas africain, l'agenda est occidental, et spécialement de l'OTAN. Et même plus précisément, on l'a dit tout à l'heure, les États-Unis. Alors, donc, ça veut dire que lorsque, je vais le prouver, hein, avec quelques exemples que nous avons déjà discuté ici, hein, enfin, ou d'autres ont déjà discuté, mais c'est pour rappeler, lorsque Yaya Jammeh, en Gambie, a dit, bon, j'ai gagné les élections, je ne vais pas quitter pour... Le CEDEAO dit, non, tu n'as pas gagné, tu as triché. C'est un certain... comment il s'appelle enfin, un autre qui a gagné. Bon, son nom va me revenir, mais vous savez de qui je parle. Enfin, le président gambien. L'actuel président. Oui, l'actuel président. Adama Barrow. Barrow, plutôt, c'est Barrow. Voilà, Barrow. Pardon, c'est Barrow qui a gagné. Ben, comme Yaya Jammeh a dit, je ne pars pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a rapidement réuni une armée pour le déloger. Attends, mais les djihadistes sont là au Mali, tuent des gens à bout. Les forces occidentales se mettent à plusieurs et le terrorisme ne fait que proliférer. Et que fait la CEDEAO? Rien, ce sont des lâches. Parce que quand tu es un homme et que tu baisses ta culotte devant un autre homme qui est en train de massacrer ta famille, tu es un lâche. Ça s'appelle la lâcheté. On doit protéger sa famille, on doit protéger les siens, surtout quand l'agression vient de l'extérieur. On n'est pas en train de chamailler entre nous. Il y a un ennemi extérieur, c'est l'Occident. Nous savons maintenant, si on ne le savait pas avant, on le sait, que le terrorisme est entretenu par l'Occident. Puisque, par exemple, dernièrement encore, il y a eu, avant que la France cède la base à Ménaka. Ménaka, non, dernièrement à Ménaka. À Ménaka. Ménaka, voilà. Il y a eu des massacres là-bas. Ça veut dire que là où il y a l'armée française au Mali, les djihadistes reçoivent un appui en renseignement, en armement, en moyens, certainement argent, en renseignement, et ils reçoivent des ordres pour exécuter leur mission. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils massacrent la population. La France a tué des gens à Bounti, dans un village, soit des anciens terroristes. Les Maliens, est-ce que les Français peuvent être de meilleure foi que les Maliens qui sont chez eux? Puisque quand les Français parlent étant en France, personne ne discute. On dit, bon, comme ils sont chez eux, ce qu'ils disent, on va prendre ça. Les Maliens disent que non, les gens étaient là pour un mariage. Vous les avez tués. Là, on demande même pas d'excuses à ce niveau-là, parce que vous les avez tués. Hein. Effectivement. Les excuses là ne vaudront rien. On ne va pas ressusciter les gens. Vous les tuez, et vous continuez maintenant à dire que c'est des terroristes, alors que les gens vous disent que ce n'étaient pas des terroristes. C'est pas tout. Et en plus, lorsque maintenant le gouvernement malien reçoit un appui efficace et chasse ces terroristes de cette zone-là, vous venez dire par là que non, l'armée malienne a commis des massacres. Le massacre des civils. Voilà. Et on les a même filmés avec un drone. D'abord, le drone, là, il circule dans l'espace aérien malien. Vous n'êtes pas en France, là, déjà. Puisque les Maliens ne peuvent pas non plus faire circuler un drone comme ça quand ils veulent en France. Vous faites quoi, là? Donc vous violez les droits des Maliens. Vous vouliez la souveraineté des Maliens. Mais ça se discute plus. Donc ça veut dire qu'on est en guerre. Là, je vais chuter là-dessus. Comprenons-nous bien. Monsieur Abdoulaye Diop, hein, vous êtes un très bon diplomate, c'est vrai. Mais la guerre, c'est la guerre. Et quand il y a guerre, la diplomatie vient en second plan. Il faut gagner cette guerre. Vous ne pouvez pas, dans les 18 mois qui restent, ou les 20 mois, on va dire, en tout cas les 2 ans, moins quelques mois, depuis le mois de mars, qui restent, laisser le pouvoir organiser les élections. On s'en fout des élections. Non, on s'en fout des élections. Parce que ce n'est pas ça qui va mettre le pays en bien. Vous pouvez organiser les élections et ça devient une nouvelle source de déstabilisation. Parce que l'ennemi ne dort pas. Effectivement. Voilà. Donc vous ne pouvez pas organiser ces élections ou quitter même le pouvoir. En fait, vous êtes condamné à rester au pouvoir si vous n'avez pas fait ceci. Quoi? Libérer le pays. Parce que si vous quittez le pouvoir et vous êtes des militaires et vous n'avez pas libéré le pays, ce n'est pas les civils qui vont pouvoir faire mieux que vous. Quand même. Enfin, je parle des militaires, parce que bon, le monsieur Abdoulaye Diop, il est civil, mais les militaires de la transition, il faut absolument s'assurer que n'écoutez pas la CEDEAO. Tôt ou tard, c'est dit. Monsieur Abdoulaye Diop, il analyse bien. Ils seront obligés de réintégrer le Mali, tôt ou tard. Mais, par contre, en attendant, il faut libérer le pays. Ça n'attend pas. Et c'est la priorité, avant même les élections. Et s'il le faut, donc je ne comprends même pas comment la charrue avant les bœufs. Depuis, quelle est cette équation-là? Depuis quand? C'est-à-dire que je commence par dire, je m'en vais dans 2 ans. Maintenant, je commence à courir. Donc, la veille, il faut que je me fasse tout pour libérer le pays. Non, je libère le pays et après je discute.
C'est quand j'ai libéré le pays que je commence à calculer combien de jours ça va me prendre pour organiser. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne suis pas Serra. Je ne suis même pas dans la logique d'organiser une élection. Je suis dans la logique de libérer le pays, de chasser les terroristes. Et faire ce travail-là, c'est de le faire non seulement pour l'Afrique, mais pour l'humanité aussi. Voilà. Donc je suis là-dessus parce que je pense que d'autres ont d'autres choses à dire. Et que moi, mon leitmotiv était que n'oubliez pas qu'on est en guerre. Merci à vous, professeur Jean-Paul Mbelek. Eh bien, Jonathan Batengene, une fois de plus, je me retourne vers vous pour reprendre la question posée par Yamtimba il y a quelques instants, la question centrale, d'après lui, qu'on devrait se poser tous, et en particulier le peuple malien. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que pour les Maliens, la priorité, c'est respecter le calendrier fixé par la transition, c'est-à-dire l'organisation des élections dans quelques années ou dans quelques mois, je dirais comme ça, ou bien vous partagez plus le point de vue de Jean-Paul Mbelek selon lequel il faut tout d'abord oublier qu'il faille organiser des élections au Mali, se concentrer sur la libération totale avant peut-être de penser à l'organisation des élections qui pourront amener des civils au pouvoir du côté du Mali. Monsieur Raffon, notre position, elle n'est pas un secret. Si c'en est un, c'est un secret de polichinelle, c'est-à-dire connu de tous. Notre aîné grand frère, le docteur Yamtimba, pose beaucoup d'espoir que le Mali puisse se retrouver encore avec nos frères d'Afrique de l'Ouest au sein de cette organisation fantoche, manipulée et tout à fait sans âme qu'on appelle la CEDEAO. Cette organisation n'est plus qu'un simulacre. Elle n'existe plus de fait. De jure, il y a encore une CEDEAO, mais de facto, il n'y a plus de CEDEAO. Qu'est-ce que le Mali a encore à y faire? Nous appelons les autorités du Mali par cela à prendre leurs responsabilités historiques, à sortir de cette organisation. La CEDEAO ne sert plus à rien au Mali. Combien de terroristes, lorsqu'ils ont pourchassé les terroristes dans le socle de la Fadi, la Katiba Massina, combien de soldats de la CEDEAO épaulaient l'armée malienne? Zéro. Combien Amdemran Punkan? Zéro. Les offensives étaient mêlées avec les forces alliées russes et certainement algériennes. Pourquoi vouloir se conforter à croire que la CEDEAO peut être d'une certaine aide? La CEDEAO est inutile au Mali. Les sanctions, 700 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas rien. Ça représente pour 300 milliards les fonds qui peuvent permettre de payer les fonctionnaires maliens pour une année. Ça n'a pas été débloqué. Ça a été gelé au sein de l'UMOA, de la BCAO. Pourquoi le Mali veut se convaincre d'une chose impossible? À ce niveau, quelque part, je me pose beaucoup de questions. Les Maliens doivent être à la hauteur des ambitions qu'ils portent. Le gouvernement du Mali doit arrêter ces jeux de perlimpinpin. Qu'ils arrêtent ça, qu'ils laissent cette affaire. La CEDEAO s'est passée. Le ministre Diop doit être à d'autres négociations. Il doit être en train de discuter avec les Chinois de la venue des machines pour fabriquer la nouvelle monnaie. Pas à discuter de cette affaire, la CEDEAO. C'est un machin inutile. Le travail qu'on a trouvé à M. Goodluck Jonathan, c'est un emploi pour retraités
président retraité. Un président d'ailleurs qui a échoué dans sa mandature. Pourquoi la CEDEAO? Pourquoi le Mali veut lui redonner de l'activité? Je suis effectivement avec le professeur Mbelek de ceux qui pensent que c'est fini. Le divorce avec la CEDEAO est consommé. Le Mali doit prendre ses responsabilités. Peut-être. Et c'est là où je comprends peut-être les autorités maliennes. Peut-être. Ils se demandent qui l'a fait avant nous. Les Mauritaniens l'ont fait. Peut-être se disent-ils, les Mauritaniens ont-ils le même poids historique que nous, le même poids politique que nous, le même poids géopolitique que nous. Peut-être, à ce niveau, ils ont raison. Mais de traîner au sein de la CEDEAO, c'est une erreur. C'est une erreur que le Mali risque de payer fort, comme l'a fait le président Gbagbo à son époque. Le Mali doit sortir de la CEDEAO. Les idées suivant lesquelles non, on y reste pour jouer du leadership. Il n'y a pas de leadership à jouer là-bas. Vous ne pouvez pas arriver à la réunion où il y a le plus riche de votre famille et vous rêvez contrôler cette réunion. Monsieur Wafo, nous sommes en Afrique. La CEDEAO est financée, du moins ses missions, par l'Union européenne. La France. Quand ils font des petits jeux de passe-passe avec monsieur Nana Akufo-Addo, ça a un impact réel dans la CEDEAO. Qu'est-ce que le Mali a à y foutre? Le Mali doit sortir de la CEDEAO. C'est un impératif pour le Mali dans sa logique actuelle. Les autorités maliennes doivent arrêter de jouer à ce jeu avec la CEDEAO. On ne joue pas avec le diable. Quelqu'un disait, quand vous dînez avec le diable, soyez sûr que vous aurez toujours la fourchette la plus longue. Mais comme lui-même a plus d'un tour dans son sac, il s'assurera d'avoir une fourchette bien plus longue que la vôtre. Et donc, il vous surprendra. Le Mali doit sortir de la CEDEAO. Le Mali doit sortir du franc CFA. Le Mali n'est plus dans la posture de certains États qui tergiversent. Excusez-moi. Comme le Cameroun, comme le Gabon, comme le Tchad, comme le Sénégal. On voit son président, il fait la danse Bafia, comme on dit au Cameroun. Un jour, il est panafricaniste. Un autre jour, il reçoit le fils de Georges Soros. Un autre jour, il reçoit le président Nicolas Sarkozy. On se pose bien des questions. Il veut jouer à quoi? Même Jésus-Christ, le leader des chrétiens, disait on ne dîne pas à deux tables. On ne peut pas dîner à la table de Mammon et à la table de Dieu. Soit on suivra l'un, soit on suivra l'autre. Ces histoires de sagesse africaine, arrêtez ça. Il faut arrêter ces faux trucs. C'est une manière tout à fait agréable de se tromper. Non. Les Russes ont tendu la main. Les Chinois ont tendu la main. Le président du Mali doit prendre ses responsabilités. Diplomatie, pas diplomatie, on coupe avec la CEDEAO. Good luck Jonathan, merci pour vos bons services. Allez les exercer au Nigeria où vous avez été incompétent. Voilà la réponse à lui adresser. Monsieur Akufo-Addo, merci pour votre entourloupe, mais désormais on n'est même plus voisins. Il y a une barrière. Vous faites comme les États-Unis ont fait avec le Mexique. On menace même de créer, d'ériger une barrière entre les États de la CEDEAO et le Mali. Ça va coûter ce que ça va coûter, mais on est prêt à le faire parce que vous êtes dangereux. Le Niger étant le premier pays par lequel cette barrière va commencer. Des réponses fortes que le Mali doit poser au sein de l'ouest de cette organisation. Si le Mali continue de jouer à ce jeu, ils vont se faire manger à la sauce française et états-unienne. Les États-Unis sont nés du Far West.
Ça, c'est un message à notre grand frère. Je préfère ne pas lui faire de leçons parce qu'il a beaucoup d'expérience. Le ministre Diop. Les États-Unis, c'est le Far West. Les États-Unis, c'est le Texas. La loi du plus fort. Où chacun avait son arme. Pour défendre l'indépendance états-unienne, chacun a ramassé son arme à la maison et allait défendre la République dans la rue. Les États-Unis ne connaissent pas cette loi de la diplomatie. Ils connaissent seulement la loi de la violence. La France, qui dit être le pays des droits de l'homme, c'est faux. C'est un alibi international. La France est un pays criminel par excellence. Allez voir en Suisse, en Belgique, ce que la France a comme crime là-bas. Allez voir en Angleterre ce que la France a comme crime là-bas. Ces gens sont unis sur la forme, mais dans le fond, il y a beaucoup de divergences. Pourquoi le ministre Diop veut se convaincre de quelque chose que ces gens n'ont pas? Ils ont tout sauf l'humanisme. Il faut enlever ces vertus humanistes dans notre diplomatie. Les Russes ont été clairs avec les États-Unis. Vous avez engagé une politique de créer des laboratoires biologiques dangereux à nos frontières. On arrête ça. Les Russes ont apporté les preuves. Les États-Unis, vous voyez comment ils contestent malgré ces preuves. Vous croyez que ces gens sont un peu dans le sens de la morale et de l'humanisme? Des preuves qui incriminent d'ailleurs Hunter Biden, le fils du président américain. Hunter Biden, même Joe Biden lui-même. Il y a des vidéos qui l'incriminent dans l'ordinateur de son fils que le FBI a trouvé. Vous avez vu ces gens un peu frémis? Ne doutons pas. Ils sont allés cueillir le président Gbagbo, excusez. Hein. Vraiment, c'est notre père. Mais il faut le dire tel que ça s'est passé. Ils sont allés le cueillir dans son palais. Comme un vulgaire voyou. Vous rêvez de quoi? Excellence, le ministre Diop. Pour sortir par là, Jonathan. Sortez de la CEDEAO. Sortez du franc CFA. Il n'y a plus rien dans cette affaire. Ces organisations, c'est des organisations de l'Arbin. Je sors par là, M. Wafo. Quand vous étiez dans votre salle de classe, vous aviez déjà interagi avec les derniers de la classe. Quand vous interagissez avec eux sur les exercices qu'a donné le maître, vous leur dites voilà ce qui va être fait. Ils vous disent non, on pense que c'est comme ça. L'erreur, ils pensent que l'erreur c'est la réalité. Monsieur le ministre, Excellence le ministre Diop, c'est ce qui vous arrive. Vous discutez avec les derniers de la classe. Ils n'y comprennent rien. Monsieur Akufo-Addo a simplement le malheur ou bien le bonheur d'avoir été élu. Mais le reste, il ne comprend rien à la géopolitique. Rien. Vous allez dire, monsieur Bouhari, il n'y comprend rien. Son pays se fait manger à la sauce états-unienne tous les jours. Et qatari et saoudienne. Ce n'est pas son problème. D'ailleurs, pour beaucoup là-bas, leur fortune personnelle vaut beaucoup plus que la fortune du peuple. Donc, vous avez un engagement que vous avez pris avec le peuple malien. Sortez de la CEDEAO. Cette semaine, je ne sais pas, mais cette semaine est cruciale. Le Mali est sorti du G5 Sahel. Le Mali a posé un acte qui a eu un retentissement mondial. Si le Mali sort de la CEDEAO, sort du franc CFA, le Mali aura accompli un grand pas vers son émancipation. Si le Mali veut jouer à la diplomatie, c'est-à-dire veut jouer aux échecs avec des tricheurs, vous ne pouvez pas entrer dans la salle de casino d'un voleur et vous lui vider sa tirelire. Ça n'existe pas. À un moment, il va prendre ses manières de voleur. C'est-à-dire, même si vous avez gagné loyalement, il va venir vous braquer votre dû. Sortez de la CEDEAO, le Mali. Sortez de la CEDEAO. Sortez du franc CFA.
Ne vous posez pas de questions sur les autres pays africains. Votre émancipation va encourager les autres nations. Vous êtes l'exemple. Nous vous appelons l'exemple exemplaire. Si vous restez dans cette affaire, ne soyez pas surpris. Ils vous mangeront à la même sauce que les autres. Ils ont tué Sankara, tué Lumumba, tué Kwame Nkrumah, tué Ruben Umbiobe, tué Sylvanus Olympio. Tué Idriss Déby également. Tué Idriss Déby. Tué... Sans oublier Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, même encore, son cas, il avait une armée. Hein. Ce n'est pas tuer le président Assimi Goïta et sa suite qui va les dépasser. Sortez de cette affaire. Quittez de la CEDEAO. Créez votre système à part. Allez avec l'Algérie, la Mauritanie. Continuez votre histoire là-bas. Sortez de ces histoires. Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina. S'ils veulent être amis là-bas et cousins, laissez-les. Laissez-les. Le bonheur est individuel quelque part. Sortez de cette histoire. La CEDEAO, c'est un nid à crabe. C'est un danger. C'est un piège. Ce n'est même plus une organisation. C'est l'OTAN en elle-même. La CEDEAO est dangereuse pour le Mali. Le Mali doit sortir de cette organisation. Il n'y a plus rien à faire. Tout débat diplomatique mené avec la CEDEAO, c'est un dialogue de sourds. Mais un dialogue de sourds avec un seul objectif. Gagner du temps pour que le renversement géopolitique se fasse à l'avantage de l'OTAN. Voilà ce que la CEDEAO veut. Sortez de cette organisation. Chassez-les, leurs diplomates et tout. Renvoyez-les dans leur pays. La Corée du Nord est isolée. Aujourd'hui, ils font les essais nucléaires avec les missiles balistiques, les missiles intercontinentaux. Connaissez-vous combien de pays africains ont un missile intercontinental? Combien? Même l'Afrique du Sud ou l'Égypte qu'on présente comme des puissances militaires importantes. Moi, j'envie la Corée du Nord. Personnellement, j'envie la Corée du Nord. Son avancée technologique est fulgurante. Ce n'est que récemment qu'on a parlé de Covid-19 en Corée du Nord. Si le Mali atteint tel niveau de développement, ce sera enviable pour tous les pays africains. Que le Mali prenne ses responsabilités. Les colonels de Bamako doivent arrêter de raisonner avec l'ancien logiciel. Sortez de la CEDEAO. Sortez de toutes ces organisations qui freinent l'émancipation du Mali. Merci à vous, Jonathan Batengene. Eh bien, Issa Diawara, je vous retrouve donc de l'autre côté de Bamako. Mais avant, une fidèle téléspectatrice de la télévision panafricaine nous a fait parvenir un message selon lequel Issa Diawara, du côté du Mali, n'est pas le général de la rue, mais le général du peuple malien. Eh bien, le général du peuple malien, on retrouve donc, on a écouté le développement de Jonathan Batengene. Est-ce que l'avenir du Mali ne va plus ou bien n'est plus à compter dans une organisation telle que la CEDEAO? Ok, merci beaucoup. J'ai bien écouté mon frère Jonathan. Vous savez, cette question de la CEDEAO, il faut aller avec, comme on le dit, comme les Ivoiriens le disent, mollo quoi. Il faut aller avec doucement. Vous savez, le Mali a une feuille de route. Le Mali a une feuille de route. Si ça ne tenait qu'à moi, on aurait quitté la CEDEAO il y a longtemps, je l'ai publié. Mais nous avons une feuille de route. Il y a une méthode, il faut savoir quitter la CEDEAO. Pour nous, la CEDEAO n'existe pas en réalité en tant que telle. Pour nous, nous sommes face à la France. La CEDEAO n'existe pas. La CEDEAO est un instrument que la France est en train d'utiliser contre nous. Le Mali n'est pas seul, c'est ce qu'il faut intégrer dans les calculs. Il faut savoir que le Mali a aussi ses alliés, comme la CEDEAO a ses alliés. La CEDEAO est alliée à la France et aux États-Unis. Il faut comprendre que le Mali est allié à l'Algérie, à la Russie. N'oubliez pas que le Maroc, est allié américain, a déjà tapé à la porte de la CEDEAO, veut adhérer à la CEDEAO. Et le Maroc, qui connaît le Maroc, c'est l'ennemi juré de l'Algérie. Et maintenant, l'Algérie, l'allié que l'Algérie a au sein de la CEDEAO,
c'est le Mali, c'est de la géopolitique. C'est de quoi nous sommes en train de parler. L'allié de l'Algérie au sein de la CEDEAO, c'est le Mali. L'allié de taille qu'est la Russie, l'allié fiable que la Russie a au sein de la CEDEAO, une fois de plus, c'est le Mali. Le Mali quittera la CEDEAO, moi j'en suis convaincu. Mais le Mali ne quittera pas la CEDEAO en laissant la CEDEAO comme une force destructrice entre les mains de la France pour empêcher toute émergence, en tout cas de l'Afrique ou d'un pays africain qui veut s'émerger, qui veut s'émanciper, qui veut se faire passer de la France. Quitter la CEDEAO, nous mettons les choses dans les balances. Tout de suite, nous mettons d'un côté. Le Mali aujourd'hui étant dans la CEDEAO, qu'est-ce que nous y avons à perdre? Qu'est-ce que nous pouvons perdre d'autres que nous n'avons déjà perdu? Est-ce que la CEDEAO peut imposer d'autres sanctions au Mali? La réponse est non. La CEDEAO ne peut plus imposer des sanctions au Mali. Parce que la CEDEAO, la présence malienne aujourd'hui gâche la fête au niveau de la CEDEAO au point que la CEDEAO est en train de se diviser. Au dernier sommet, il y a des chefs d'État qui ont failli venir à la main. Donc la CEDEAO est fragilisée avec la présence du Mali. Les dossiers maliens empêchent la CEDEAO d'émerger vers d'autres dossiers. Le Mali n'est pas seul dans cette histoire. Comprenez que les partenaires de Mali, qu'est-ce qu'ils veulent de la CEDEAO? Et si c'est la Russie même qui demandait au Mali de rester dans la CEDEAO, c'est aussi sur ce temps qu'il faut voir les choses. Le Mali, aujourd'hui, je dis concrètement, la CEDEAO ne peut plus imposer des sanctions. Donc si le Mali reste dans la CEDEAO, le Mali n'a plus de sanctions à recevoir de la CEDEAO. Bien au contraire, c'est la CEDEAO qui est en train de beaucoup perdre avec la présence du Mali. Parce qu'aujourd'hui, les chefs d'État sont divisés sur la question malienne. Il n'y a plus d'unanimité dans la CEDEAO. Il y a quelle raison de se retirer pour permettre à la CEDEAO de récupérer à la fois le Burkina et la Guinée? Mon Dieu, nous sommes en guerre là. Chacun est en train de pousser ses pions. Maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire au Mali militairement? Je rassure mon cher Jonathan que rien, aucun de ces pays de la CEDEAO que tu vois là, ne peut se frotter au Mali militairement. Au nom du Dieu, je t'assure. Ne vous fiez pas au classement qu'ils sont en train d'établir. Aucun pays de la CEDEAO ne peut se frotter militairement au Mali. Le Mali, c'est pas la Gambie, hein, où ils ont menacé d'aller débarquer il y a jamais. Non, le Mali, c'est pas la Gambie. Nous pesons lourd que ces pays de la CEDEAO. Les pays frontaliers là, il faut leur demander de faire front comme ils ne peuvent pas défier le Mali. Militairement, nous sommes imperturbables. Là, nous ne sommes pas paniqués. Maintenant, là où la CEDEAO peut faire mal, c'est de façon économique. Et la CEDEAO a presque déjà mis en place toutes ces sanctions économiques. Par contre, les autorités du Mali travaillent à quoi aujourd'hui? À lever les sanctions de la CEDEAO en ayant toujours ces mêmes sanctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut limiter les effets des sanctions économiques de la CEDEAO tout en gardant, à rendre ces sanctions caduques. C'est ce à quoi les autorités sont en train de travailler. Là où je suis d'accord, c'est que l'étape actuelle, l'étape que le Mali doit franchir maintenant, c'est notre retrait du franc CFA. Qu'est-ce qu'il ait ces dossiers, ces bras de fer avec la France, oui ou non, chaque pays, chaque État africain qui utilise le CFA doit s'y retirer complètement. Et le Mali, qu'il ait CEDEAO ou pas, le Mali doit se retirer du CFA. Dans la CEDEAO, nous avons beaucoup de pays qui ont leur propre monnaie. Le Nigeria a sa monnaie, le Ghana a sa monnaie, la Gambie a sa monnaie, la Guinée a sa monnaie, rien n'empêche le Mali d'avoir sa propre monnaie. Donc nous pouvons avoir notre monnaie, mais rester dans la CEDEAO, être dans la CEDEAO aujourd'hui, je pense que c'est la CEDEAO qui est en train de beaucoup plus perdre que le Mali. Si nous retirons tout de suite, le Burkina et la Guinée vont se retrouver entre les mains de la France. Notre présence fragilise la position de ces deux États qui ne peuvent pas revenir. Il y a des choses, on ne dit pas tout sur les médias, mais concrètement, moi je sais, il faut lire entre les lignes. C'est ce que je comprends. Le Mali n'est pas seul dans la CEDEAO. Le Mali a ses alliés, le Mali a ses partenaires. Le Mali quittera la CEDEAO quand il sera en fin de mission. C'est comme ça que je comprends et c'est ce que je vois. Le Mali va se retirer de la CEDEAO une fois le boulot terminé. Nous nous retirons et il ne restera rien de la CEDEAO. Je rassure mon frère Jonathan que la CEDEAO ne peut rien militairement contre le Mali. Ça, je vous rassure, la CEDEAO ne peut rien une fois de plus. Même ceux qui sont derrière là, les derniers combats au Mali là, Anderbourkan, c'était des militaires français déguisés, des légionnaires français vrais que nous avons combattus, que nous avons mis en nid.
la base de Menaka où la France vient de se retirer. Les Russes viennent d'occuper cette base. Tous les instructeurs russes que vous avez au Mali viennent d'occuper la base militaire de Menaka et viennent d'occuper Anderburkan. Donc les Russes sont en train de s'implanter ici militairement. Sur ce côté, le Mali, Assimi Goïta n'est pas Laurent Gbagbo, il n'est pas Kadhafi. Kadhafi ne s'est pas fait un allié fiable. Le Mali bénéficie des veto de la Russie. S'il y avait le veto de la Russie, les résolutions de l'ONU n'allaient jamais être prises pour bombarder Kadhafi. C'est parce que la Russie et la Chine se sont abstenus. Ce n'est pas la même chose avec le Mali. Avec le Mali, tout dossier qui peut fâcher le Mali, vous avez affaire au veto russe et au veto chinois. Le Mali a cette garantie. L'ONU ne pourra rien contre le Mali tant que la Russie et la Chine ont leur droit de veto. Et militairement, la CEDEAO ne peut rien contre le Mali. Si nous nous retirons, nous allons nous retirer de la CEDEAO, mais en laissant la CEDEAO, en faisant de la CEDEAO une coquille vide. Comprenez que le Mali est déjà en train de constituer une autre alliance au sein de la CEDEAO. Maintenant, ça c'est ce que je pouvais dire comme réponse. Ce qui urge, nous allons nous retirer du franc CFA. Là, je suis convaincu, c'est l'ultime étape. Et retirer quitter le CFA, c'est imposer des sanctions économiques contre la France. Parce que le CFA ne profite pas à la CEDEAO. Le CFA profite beaucoup plus à la France. Le CFA, c'est un produit que la France nous vend. Donc, il urge de quitter le CFA, donc retourner des sanctions économiques contre la France elle-même. Nous faisons face à la France, mais la CEDEAO n'est qu'un instrument de combat qui est là. Et nous savons comment utiliser la CEDEAO et nous savons ce que nous voulons faire de la CEDEAO. Inch'Allah, la CEDEAO, nous allons la détruire. Merci. Eh bien, Dominique Yamtimba, je reviens vers vous pour cette fois-là convoquer votre casquette d'économiste pour revenir un peu sur ce que les uns et les autres disaient. On a beaucoup parlé de la sortie de la CEDEAO, on a beaucoup parlé également de la sortie du franc CFA. Il faut dire que certains pays ont peur de cette hypothèse-là. D'après vous, je convoque, je le disais tout à l'heure, votre casquette d'économiste. Est-ce que le Mali peut décider, je dirais, demain ou dans les semaines à venir, de sortir du franc CFA sans véritable désagrément majeur? J'aime le fait que la question du franc CFA soit placée au cœur de la problématique d'une sortie éventuelle de la CEDEAO. Sortir de la CEDEAO, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, mais également, le déclarer, c'est ne pas nécessairement avoir l'information sur ce que les constitutions successives ou sur le plan constitutionnel, quelle a été toujours la considération fondamentale du Mali. Dans les constitutions ou les textes fondamentaux du Mali, l'Afrique est toujours placée avant le pays lui-même. C'est un peuple qui se fonde sur l'idée que la sécurité, l'outil ou l'élément ou la place de sécurité ultime de son peuple est dans un grand ensemble africain. Pas dans les frontières qui sont les siennes. Et donc, on peut très bien comprendre pourquoi le gouvernement actuel, et que ce soit par la bouche du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ou de celle du Premier ministre, Choguel Maïga, il y a toujours cette attitude, ces bons mots, gentils, courtois, polissés, très civilisés, raffinés, de gens qui estiment que dans une maison, on peut se donner des coups de poing entre frères, mais ça ne suffit pas pour déménager. Non, ça ne suffit pas pour abandonner le patrimoine familial. Vous n'avez pas le droit d'abandonner le patrimoine familial. Vous pouvez déménager, mais vous n'abandonnez pas le patrimoine familial. Ce n'est pas une bonne idée que le Mali sorte de la CEDEAO. Ce serait donner raison, justement, à certains et leur donner de la place pour qu'à partir de là, ils aient la possibilité d'attaquer davantage le Mali ou d'essayer de disposer de ressources, de moyens pour détruire le nouveau Mali. Ce n'est pas une bonne solution.
La bonne solution, c'est cette stratégie d'escalade du Mali. Nous allons pas à pas. L'objectif du Mali n'est pas la CEDEAO. L'objectif du Mali, c'est le Mali. Le gouvernement malien n'a pas pour objectif tout aujourd'hui de réformer la CEDEAO, de changer la CEDEAO ou de s'isoler soi-même. Le gouvernement du Mali, c'est de trouver les conditions les meilleures pour le peuple malien. Lorsque vous dites qu'il faut sortir de la CEDEAO, c'est oublier complètement que de chaque côté de la frontière du Mali, vous avez les mêmes tribus, vous avez les mêmes ethnies, vous avez les mêmes clans, vous avez les mêmes villages, les mêmes peuples, les mêmes familles. Donc, cette option ne fonctionne pas. Vous n'allez pas briser la vie de vos familles parce que vous avez un choix stratégique qui lui ferait de vous des faucons. Le problème aujourd'hui au Mali, c'est pas d'être le plus dur possible ou le plus ferme possible contre la CEDEAO. Parce que en fait, ce n'est pas la CEDEAO l'adversaire. La CEDEAO, c'est un véhicule contre le Mali. La CEDEAO n'est pas l'adversaire du Mali. L'adversaire du Mali se trouve ailleurs, à plusieurs milliers de kilomètres. Celui qui est à la source des problèmes du Mali et celui qui les maintient, les entretient, est à plusieurs milliers de kilomètres. Donc, la CEDEAO n'étant que le véhicule, vous n'allez pas tirer sur le véhicule et laisser celui à qui appartient le véhicule sous le prétexte que si vous détruisez le véhicule, lui, il ne pourra plus, il est affaibli. Non, il va mettre en mouvement d'autres véhicules. Un autre véhicule. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette stratégie de l'escalade. Vous avez vu un ambassadeur qui part, une force militaire qui... un ambassadeur qui part, les outils de propagande médiatique qui sont fermés, et puis une force militaire, une force d'occupation qui est également qui est chassée du Mali. Il va y avoir une prochaine étape. Et vous avez vu que entre le départ ou avant le départ de l'ambassadeur, je crois, le gouvernement s'est assuré d'être adoubé par le peuple, les assises nationales. Je crois que ça s'est fait avant. Parce que ce gouvernement avait besoin d'une certaine légitimité. En fait, il avait besoin de s'assurer que le peuple est avec lui. Et vous avez entendu le ministre Abdoulaye Diop. La solidarité des Maliens, l'union des Maliens, que le peuple soit uni, que le peuple accepte ce que nous faisons, qu'il soit avec nous, qu'il soutienne. Et ce peuple-là et ce gouvernement connaît très bien quels sont ses problèmes fondamentaux. Ce gouvernement sait très bien qu'après le départ de Barkhane en août, il risque de subir un ostracisme financier. En fait, on appelle ça un phénomène d'assèchement financier. Ça veut dire que la France, la BCEAO a commencé. Elle a gelé des avoirs. Les avoirs du Mali. Donc, on risque aujourd'hui de réduire davantage la masse monétaire du Mali, par exemple, en ne lui livrant pas, en lui permettant pas la création monétaire. Ce n'est pas les signes monétaires, ce n'est pas le Mali qui les fabrique. Et donc, s'il y a de nouvelles commandes, elles ne seront pas satisfaites. D'ailleurs, qu'il y a des commandes d'armes qui n'ont pas été satisfaites, alors qu'on a encaissé de l'argent. Donc, l'objectif ne peut pas être celui-là, de quitter la CEDEAO. C'est même pas envisageable. C'est même pas quelque chose dont il faut discuter, parce que si on se met à discuter de cela, ça veut dire qu'on est en train de dire la même chose, comme si on dirait Cameroun sortait de la CEMAC, parce que, en oubliant que si vous et moi, nous sommes originaires de Ambam, de l'autre côté, nous avons nos cousins. Effectivement. Quand nous allons sortir, on fait quoi de nos cousins? L'une des mesures qui dilue aujourd'hui les sanctions de la CEDEAO, ou disons l'une des considérations qui dilue aujourd'hui l'impact des sanctions de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO ne peut pas venir contrôler la proximité entre les peuples. Non, pas la proximité, c'est la similitude de peuples. Ces peuples ne sont pas proches, c'est les mêmes peuples. Et l'une des choses qui dilue l'impact de ces sanctions, mais c'est que le commerce transfrontalier se fait tous les jours. Les gens sont assis là-bas, ils vont à Accra, ils bavardent. Pendant ce temps, au niveau des frontières, les villages continuent à faire leur commerce tranquillement. Maintenant, sur les grands axes, les routes, etc., bon, on peut bloquer, on peut contrôler, on fait ce qu'on veut. Mais les villages font du commerce tous les jours. D'ailleurs, comme c'est le Sahel et le désert, ben, c'est pas comme la forêt où il faut passer par des forêts touffues, difficiles, impraticables.
c'est le Sahel. Mais c'est comme si vous dites aujourd'hui que vous fermez la frontière, le Nigeria et le Cameroun. Mais on va dire, ok, on a entendu. Et puis quoi? Et puis ça va passer là. Le commerce va continuer. Mais vous n'avez même pas besoin de route. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait une route. Prenez votre moto, votre voiture, vous traversez. Faites votre commerce. Comprenez? Voilà pourquoi, très intelligemment, le Cameroun avait refusé de suivre les conseils qui le poussaient vers une guerre contre le Nigeria. Vous avez fait la guerre contre le Nigeria, les gens sont là sur 1500 km, ils font leur commerce. Vous voulez faire la guerre contre qui? C'est les mêmes gens, c'est les mêmes villages, c'est les mêmes familles. Donc, le Mali n'a pas à sortir parce que c'est les mêmes familles qui vivent le long des frontières. Et cette situation atténue l'impact des sanctions de la CEDEAO. Vous ne pouvez pas disposer d'une arme et vous la laisser tomber. C'est pas possible. Et c'est grâce à ça aussi le Mali dispose d'une centrale de renseignement tout autour de ses frontières. Ce sont ces gens qui renseignent aussi le Mali sur ce qui se passe, se dit, se prépare à l'extérieur du Mali. Donc le Mali n'a pas à sortir de la CEDEAO. Pas du tout. Le Mali doit y rester du fait de ces avantages-là. Maintenant, vous me demandez, est-ce que le Mali pourrait sortir du franc CFA? Je vous parle d'une stratégie d'escalade. Je crois que le Mali, sachant très bien, les autorités maliennes savent très bien que à un moment ou à un autre, peut-être d'ici la fin de l'année ou plus tard, va arriver le moment de vérité. Vous n'accédez plus au franc CFA, aussi simple que ça. Ou vous y accédez, mais on va vous faire les pires misères de la terre en asséchant, en réduisant votre masse monétaire à un niveau tel que même les salaires ne peuvent plus les payer. N'oubliez pas qu'on a fait le coup à Laurent Gbagbo. Effectivement. Voilà, et que les gens, pour l'empêcher de payer les salaires, sont même allés jusqu'à braquer des banques, des agences de la Banque centrale, pour retirer tout ce qu'il y avait, pour que le président n'accède pas au fonds qui aurait pu permettre de payer des salaires. L'un des chefs d'accusation contre Laurent Gbagbo à la CPI, justement, c'était le braquage de la BCEAO. Bien sûr, après, on s'est quand même rendu compte que ce n'est pas le président qui avait ordonné le braquage, ce n'est pas son camp qui avait fait le braquage, c'est plutôt les autres. C'est le camp qui l'empêchait de travailler qui a braqué la banque, l'agence de la BCEAO. Donc, aujourd'hui, le Mali, c'est que ce qui va arriver fatalement, c'est qu'on va essayer, il restera une seule arme, l'arme unique, la monnaie. Je crois que lors des assises nationales, cette question a été évoquée et il y a même eu des propositions sur les dates de sortie du franc CFA. Et le Mali aujourd'hui, son alliance avec la Russie n'est pas qu'une alliance militaire. Son alliance avec l'Algérie n'est pas qu'une alliance militaire. Et vous voyez très bien que la Mauritanie, qui a sa monnaie, a laissé sa frontière ouverte. La Guinée, qui a connu une expérience monétaire à l'époque, a laissé sa frontière ouverte également et aide le Mali dans ce sens. Je pense que le Mali va sortir de là. Il y a plusieurs options. Soit il va aller directement sur la création de sa propre monnaie. Je crois que le Mali est aujourd'hui protégé du risque de la fausse monnaie larguée à l'époque par la France sur la Guinée-Conakry. Et je crois que il est possible d'aller dans ce sens, ou il peut être possible d'utiliser une solution à la centrafricaine. Pourquoi pas? Ou peut-être même, le Mali peut avoir un deal avec un pays comme l'Algérie, un deal transitoire pour utiliser, par exemple, sa monnaie. Mais la bonne solution, c'est de ne pas se précipiter. C'est de maintenir la stratégie d'escalade actuelle qui va faire que quand viendra le moment de décider de passer immédiatement à une solution monétaire, qu'importe ce qu'elle sera, le peuple lui-même sera prêt. Quand il a fallu qu'on fasse partie Barkhane, le peuple était prêt. Quand il a fallu qu'on ferme les médias, le peuple était prêt. Effectivement. Donc, à chaque fois, il y a une stratégie d'escalade qui prépare le peuple. Donc, le Mali va y arriver, mais il y a des raisons, de bonnes raisons de sortir du franc CFA. L'année dernière, le Mali a exporté 64 tonnes d'or. 64 tonnes d'or au coût moyen l'année dernière de l'ordre de 59 000 € le kilo d'or. Ça représente à peu près 5 milliards d'euros. Ça fait 3 280 milliards de francs CFA que le Mali aurait pu gagner si ce or avait été exporté par l'État malien. Si on est dans une situation de protection de ce métal précieux
parce qu'il est extrêmement important en tant que réserve de valeur. Mais si le Mali voulait exporter cela, ça aurait rapporté près de 5 milliards d'euros, 3280 milliards de francs CFA. Sauf que le budget du Mali, du fait des accords du franc CFA, le gouvernement malien ne pouvait pas recevoir les 3280 milliards. Or, le gouvernement du Mali a pour budget, cette année-ci, 2130 milliards. Vous voyez que 64 tonnes d'or seulement auraient couvert le budget du Mali pour une fois et demie. Cela veut dire que le Mali, en fait, a de bonnes raisons de sortir du franc CFA. Le Mali travaille pour enrichir quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un, ce n'est pas la CEDEAO. Donc ce n'est pas ça le débat. Ce quelqu'un, ce n'est pas la CEDEAO. Le Mali travaille, imaginez qu'on y ajoute du pétrole, du gaz, de l'hydrogène liquide, du coton, des arachides, de la cassitérite, etc. Et les diamants, les diamants, le karité, etc., etc. Mais vous imaginez bien que le Mali aurait pu encaisser des dizaines de milliers de milliards. On va pas à pas. Le Mali ne se presse pas. Le Mali veut structurer les choses de telle sorte qu'au moment où il décide de sortir du franc CFA, qu'il soit prêt. C'est la seule sortie qu'il faut envisager, pas de sortir de la CEDEAO. Le marché, sur le plan économique, le marché du Mali, c'est celui-là. C'est différent, par exemple, d'un pays comme Cuba, qui est une île, qui est un peu éloignée de tous les autres. Voilà. C'est une situation géographique différente. La Corée du Sud n'est pas, la Corée du Nord n'est pas isolée en réalité. La Corée du Nord a à sa porte le plus grand marché du monde, la Chine, et commerce avec la Chine au quotidien. Et de l'autre côté, la Russie, commerce avec la Russie. Donc la Corée du Nord n'est pas isolée. C'est très différent. Et le Mali ne peut pas se permettre à l'intérieur de l'Afrique, au milieu de l'Afrique, de s'isoler lui-même. Économiquement, ce n'est pas tenable. Et parce que si le Mali sort lui-même de la CEDEAO et que la CEDEAO reste un véhicule tenu, contrôlé par d'autres, il va y avoir des perturbations extrêmement importantes. Mais je dis encore l'élément fondamental qui ne permettrait pas sur un plan stratégique de sortir de la CEDEAO, c'est le fait que tout autour du Mali, c'est les mêmes familles qui sont au Mali et dans les pays environnants. L'appel aujourd'hui à la guerre doit être un appel très mesuré. L'appel à une, comment dire, à vouloir même imaginer une confrontation entre le Mali et la CEDEAO sur le plan militaire, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire généralement. Parce que tout cela, c'est une grande manipulation qui dépasse largement la CEDEAO. Et nous ne devons donc pas hausser le ton contre nos propres frères de la CEDEAO, mais c'est ça que les gens veulent. Ceux qui ont le franc CFA et ceux qui sont mécontents du fait que le Mali règle le problème des djihadistes dans son pays et retrouve son unité territoriale. À monter les mais c'est ce genre, mais c'est ça qu'ils attendent. Ils attendent que le Mali commence à traiter la CEDEAO comme étant son ennemi. La CEDEAO n'est pas l'ennemi du Mali. En fait, c'est ça qu'ils souhaiteraient, à chaque fois diviser les Africains, faire qu'ils se cognent les têtes et qu'ils n'arrivent pas à parler d'une même voix. La patience du Mali fera tâche. Ce sera repris dans les écoles de diplomatie. Il faut savoir identifier l'ennemi réel qu'on a. Il faut savoir que ce qu'on appelle l'espace vital en matière économique et en matière géostratégique, c'est tout ce qui est autour de vous. Votre espace vital, c'est lequel? Donc, vous n'allez pas détruire cet espace qui vous entoure et qui est votre espace vital sous le prétexte que les gens ont dit qu'ils vont vous sanctionner. Non, ils vont vous sanctionner, c'est pas, en fait, vous savez très bien que ce n'est pas eux qui ont pris la décision. Il y a quelqu'un qui a dit, je vais appeler la CEDEAO, et la CEDEAO va vous sanctionner. Donc, aujourd'hui, le Mali doit continuer tranquillement son petit bonhomme de chemin. La grosse urgence pour le moment, par exemple, c'est la question de la MINUSCA. C'est également, là, il y a des rentrées scolaires qui pointent à l'horizon. Il faut régler le problème. Et puis, il y a le départ de Barkhane. Hein, MINUSCA, c'est la fin de ce mois. MINUSMA, c'est à la fin de ce mois, pardon. Tout ça est lié. En fait, vous voyez, mais c'est ça le truc, c'est que dans l'esprit de tout Africain authentique, c'est que toutes ces choses, c'est la même chose. En fait, c'est des forces d'occupation de l'Afrique, c'est des forces de terrorisme international sur l'Afrique. Et vous en arrivez à vous demander, mais qu'est-ce qui est même différent de quoi? Est-ce que tout ça, on ne peut pas l'appeler de la même façon? Donc, c'est d'abord la MINUSMA. Il y a le départ de Barkhane en août.
parce que je crois que c'est là où ils partent définitivement, Barkhane et Takuba. Et puis, il y a les rentrées scolaires qui arrivent. Il faut que le Mali se mette au travail, c'est ça qui est important. Il faut toujours avoir un objectif dans la vie. Il y a un objectif de mars 2024. Ça permet de pouvoir évaluer le travail des gens et de pouvoir s'assurer que on mène des projets réalistes dans un temps qui est clairement défini. Donc, nous devons considérer que le gouvernement malien s'est donné ces objectifs-là. Il faut les respecter parce que c'est faire preuve de respect envers ce même gouvernement, les hommes qui constituent ce gouvernement, mais aussi envers le peuple malien. Et je finis en disant ceci. C'est très important de pouvoir se dire on va faire les choses en tel temps. Les gens qui sont au pouvoir ont dit nous ne nous présenterons pas. Nous, les hommes de l'armée, nous les militaires, nous ne serons pas candidats. Candidats aux élections. C'est extrêmement important parce que ça permet de préparer justement les bonnes personnes. Le casting qui est fait là, c'est un casting exceptionnel. Et il y a un alignement de patriotisme, de nationalisme, du nationalisme malien qui fait que, en réalité, les hommes qui vont se présenter, ce seront des hommes préparés. Ce seront pas les gens ne vont pas sortir de nulle part. Le gouvernement malien actuel ne va pas travailler si durement pendant 3 ans pour laisser le premier zozo qui arrive sous je ne sais quel prétexte se présenter et gagner les élections. Il va y avoir des conditions, il va y avoir un contrôle, il va y avoir des réponses à un certain nombre de risques qui sont déjà identifiés et d'autres qui seront identifiés le moment venu, qui vont faire que les gens qui se présenteront seront vraiment rompus aux idées qui sont développées actuelles et qui permettent aux Maliens de se comporter comme ils se comportent aujourd'hui et qui vont donc pouvoir permettre que le Mali aille jusqu'au bout de sa logique et permettre d'être toujours le modèle dont l'Afrique a besoin. Donc, il n'est pas question, ce serait stratégiquement une erreur de sortir de la CEDEAO, ce serait en même temps stratégiquement une erreur de se précipiter à sortir du franc CFA là tout de suite, mais c'est une chose qui va arriver forcément. Ça peut être provoqué par ceux qui sont propriétaires du franc CFA, mais si ça n'est pas provoqué par eux, ça va se faire parce que le Mali ne peut pas se libérer en laissant le franc CFA dans son dispositif institutionnel. Merci à vous, Dominique Yamtimba. Eh bien, professeur Jean-Paul Mbelek, on a écouté attentivement les avis des uns et des autres, étant donné que nous tendons dangereusement vers la fin de notre émission. Si l'avenir du Mali, un avenir proche et un avenir lointain, s'inscrit et gravé même dans la CEDEAO, il faut dire que l'avenir économique du Mali va devoir se faire sans le franc CFA si jamais le Mali songe à devenir véritablement libre et indépendant. Oui, d'abord, le Mali avait d'abord sa monnaie. Hein. C'est Moussa Traoré qui, après avoir fait le coup d'État à Modibo Keïta, qui a amené le Mali dans le CFA. Le Mali avait le franc malien depuis l'indépendance. Voilà, donc ça a duré, disons, 8 à 9 ans. Bon, sinon... mais je veux juste quand même faire une petite remarque, c'est que la guerre, en tout cas en ce qui me concerne, quand je parlais de guerre, c'était pas par rapport à la CEDEAO. Hein. Parce que pour moi, la CEDEAO, bon... La CEDEAO n'est qu'un pion. Oui, c'est un pion, et puis ils vont finir par jeter l'éponge. Hein. Donc si le Mali reste dans la CEDEAO pour l'environnement, pour les problèmes économiques et tout ça, je comprends. Mais la guerre, c'est les terroristes. Et ces terroristes-là, il faut les chasser du champ malien parce que s'ils sont encore là quand il y aura des élections, quand on donne tant d'importance aux élections, c'est un trop grand risque pour l'après-élection. Ensuite, pour la France, il faut aussi que la France soit partie parce qu'eux, ils demandent au gouvernement malien de quitter le gouvernement. Ils sont maliens. Attends, les gens sont maliens. Coup d'État, ils sont maliens. Hein? Est-ce que nous, on a dit qu'on n'aime pas les coups d'État? Le premier coup d'État de l'humanité, c'est le général Horemheb. Nous sommes là sous la 18e dynastie, hein, 1500 avant Jésus-Christ. Et Horemheb, non, c'est vers 1400, 1300 avant Jésus-Christ. Il a fait son coup d'État, non? Est-ce que ça a gêné quelqu'un? Non. Nous sommes là aujourd'hui. C'est le premier coup d'État de l'humanité, hein. C'est en Afrique. Donc ça veut dire que nous, les Africains, coup d'État, ça ne nous gêne pas. Si une conduite des affaires de l'État ne convient pas au peuple, comme les militaires eux-mêmes font partie du peuple, si une branche des militaires vient donner un coup de main, comme ça a été le cas au Mali, là,
pour chasser l'usurpateur du pouvoir, ou celui qui nous tourne en bourrique, ou celui qui fait que nous, on ne s'en sort pas. Ben, tout le monde est content. Après tout, c'est le peuple qui compte. Le peuple, c'est nous tous. Oh, tout le monde est content. Donc, voilà, là, eux, ils viennent. Les élections en France, c'est des élections truquées, non? Les élections présidentielles, là, même actuellement, les élections législatives, là, elles sont truquées, non? Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs accusé Gérard Darmanin d'avoir trafiqué les chiffres. On a vu, non? Mélenchon, au début, ils sont partis en avance, et puis tout d'un coup, là, on n'arrête pas de barrer des gens et de rajouter des voix, et puis voilà que maintenant, Macron, on sait pas, il est passé devant, comment il a fait, de quelques voix, c'est vrai, il est devant. Parce que, bien sûr, l'autre, celui qui est au ministère de l'Intérieur. Voilà. Les élections en France sont truquées, tout le monde le sait. Il n'y a pas que la France. Que ce soit présidentielle, c'est encore plus facile que législative. Donc il n'y a pas que dans nos contrées où on dit qu'on va truquer. Alors, donc, par contre, nous, on n'a pas droit au chapitre dans leurs élections. C'est ça le problème. Eux, ils ont droit au chapitre dans nos élections. Ils nous disent comment nous devons nous comporter, et comment c'est une nécessité. C'est que même la sécurité ne compte pas. S'il y avait un problème de sécurité en France, il n'y aurait pas d'élection en France. La loi française permettait à Macron, par exemple, ne serait-ce que pour le Covid, de reculer les élections. Effectivement. Même depuis d'un an. Donc, est-ce que quand on a dit que non, c'est pas démocratique de fait... Non! Personne ne dit ça. Pourquoi? Et tout simplement parce que eux, ils ne tiennent pas compte de nos avis, nous les Africains. Mais nous les Africains, il faut qu'on tienne des avis des Européens, des Occidentaux, hein, parce que même les Russes sont européens, mais bon, s'entend. Enfin, une partie de la Russie est européenne. Je parle des Occidentaux. C'est juste un raccourci. Quand je dis même les Blancs, là, c'est les Occidentaux, tout le monde comprend ce que je veux dire. Les Occidentaux, je peux les citer. Parce que même quand ils sont américains, les Occidentaux, même quand ils sont noirs là-bas, c'est les Occidentaux. C'est ce camp-là qui nous embête. Voilà. Donc, je pense que le problème des élections n'est pas une priorité et que la guerre, c'est contre les terroristes. Ces gens-là qui sont pilotés de l'extérieur par l'Occident. Je le répète, nous savons aujourd'hui que le terrorisme, que ce soit au Mali, que ce soit Boko Haram, ou même les Shebab, hein, tous ces terroristes qui sévissent en Afrique, il y en a même maintenant en RDC, il y en a au Mozambique, il y en a là où on ne les attendait pas. Parce que si on dit terrorisme égale djihadisme, ben, il y a des endroits où on n'attend pas les terroristes parce que ce sont des régions où il n'y a pas beaucoup d'islam, quoi. Et puis d'ailleurs, comment ça se fait que le terrorisme sévit même dans des pays musulmans? Puisqu'ils sont déjà musulmans. Les Maliens sont en majorité musulmans, grande majorité. Donc, qu'est-ce qu'on va encore dire là-bas? Et par contre, il vient nous imposer, alors que les gens sont déjà musulmans, vous voyez, c'était ça qui fait que c'est une arnaque. En fait, c'est du terrorisme organisé par les États occidentaux. Mais, suivons un peu ce schéma. Ok, ce sont des islamistes, ils font du terrorisme islamiste. Ok, très bien. Mais dans ce cas-là, je dis que les Maliens sont musulmans. Et maintenant, les autres, ils se disent musulmans, ils vont imposer leur islam aux autres, mais pas les armes. Donc Allah, il n'est pas pour le bien. Hein. Allah, il est là pour qu'on assassine ceux qui ont déjà dit que... qui ont déjà fait la shahada. Hein. Je crois que Allah est le seul Dieu et Mohammed son prophète. La shahada, on appelle ça. C'est quoi? Non, c'est quoi là? C'est ça, la shahada. Bon, bref, ça veut dire que ce n'est pas un terrorisme islamiste qui vient imposer l'islam, qui existe déjà, quelle que soit la forme, même wahhabiste ou pas. C'est du terrorisme organisé par l'Occident. Donc, lorsqu'une organisation comme la CEDEAO se fait le répétiteur du discours occidental non pas pour faciliter le départ, l'expulsion des terroristes du Mali, mais plutôt pour paralyser l'action du gouvernement malien, parce que écoutez ces sirènes-là, soi-disant démocratiques, d'ailleurs quand l'armée malienne veut même faire un mouvement, on dit qu'ils font qui s'en prennent aux droits de l'homme, qui font des exactions. Qui massacrent des civils. Voilà, massacrent des civils. Mais quand c'est les Français, on ne dit rien. Alors que les Maliens veulent libérer leur propre pays. Okay. Donc, ça, je disais donc que c'est cette façon de faire là, à laquelle la CEDEAO veut bien se soumettre, eh ben, c'est juste une façon de paralyser l'action du gouvernement de transition malien. Et paralyser l'action du gouvernement de transition malien, après vous venez leur demander de réduire les délais pour vite aller aux élections. Vous voyez pas que c'est une contradiction? Mais les Occidentaux ne sont pas une contradiction près, parce que ce n'est pas des esprits mathématiques. Dans la vie, ils n'appliquent pas les maths. Dans la vie, ces gens-là appliquent les maths. Ils peuvent appliquer les maths parce qu'ils vont envoyer une fusée pour te tuer.
Mais ils ne vont pas appliquer les maths parce qu'il faut organiser la société et gérer sa vie. Les maths, ils ne connaissent pas. Bon, ce n'est pas leurs ancêtres qui les ont inventés. Ce n'est pas un atavisme là-bas. Mais on le voit là. Les Macron, c'est nullissime en maths. Macron est nul en maths. Il est nul à chier en maths. Mais vraiment, Macron, c'est une honte en maths. C'est que devant Jean Dieudonné, Jean Dieudonné doit se tourner 1000 fois dans sa tombe. Macron est nul. Et attends, je suis sérieux. C'est un ministre français qui a dit que les mathématiques ne servent à rien. Ministre de l'Éducation nationale. Oui, il s'appelle Luc Ferry. Luc Ferry a dit, tu vas sur Internet, là, tu tapes sur YouTube, tu mets Luc Ferry, les mathématiques ne servent à rien. Tu vas l'entendre parler. Luc Ferry a dit en Mondovision en direct que les mathématiques ne servent à rien. Que lui, il a fait sa vie, il n'a jamais vu l'intérêt des mathématiques. Le monsieur a été ministre de l'Éducation. Et s'il était ministre de l'Éducation, qu'est-ce que les enfants doivent entendre? Qu'il faut lui faire les mathématiques. Ces gens-là ne sont pas une contradiction près. Ils sont nuls. Et vous savez que pour avoir une bonne armée et gagner la guerre, il faut avoir de bons mathématiciens. Ça veut dire qu'on peut les battre facilement à la guerre. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous qu'ils ont le dessus. C'est parce que nous sommes désorganisés, parce qu'il y a tous des traîtres, parce qu'on ne veut pas s'entendre, parce qu'on ne met pas les moyens, parce qu'on n'a pas d'objectif clair et précis, parce qu'on n'est pas prêt à faire le sacrifice pour notre propre libération, parce qu'on n'a pas encore compris qu'il faut que notre force physique que Dieu nous a donnée, parce que Dieu n'a pas donné que les matières, il a donné la force physique. Vous voyez Jean-Paul Bellec là, vous savez quel âge que j'ai? Vous voyez comment je suis bien constitué? Alors, l'Africain est fort, mais il travaille pour les autres. Nous sommes des esclaves. C'est encore nous qui descendons dans les mines, nous sortons les matières premières et c'est vendu à vil prix et c'est les autres qui en profitent. L'uranium va permettre d'éclairer les villes françaises, alors que le Niger est dans le noir. C'est normal ça. Donc il faut que les Africains arrêtent ce côté ridicule. Nous avons une force, c'est pour nous. Nous avons une matière première, c'est pour nous. Et pour pouvoir le faire, première chose à faire, c'est chasser les terrorismes du Mali et de tous les autres États africains. Et il faut un maximum de solidarité entre nous. Ce n'est pas la peine de perdre son temps à écouter les oukases. Mais en fait, on a peur de quoi? Moi, je vous dis de quoi on a peur. Pas moi. De quoi ces gens-là ont peur? Ils ont peur du fait qu'ils ont pris goût à la vie occidentale. Manger le camembert, manger le caviar, manger le saumon, boire du sauvignon. C'est ça? Oui, oui. Et mettre les grosses chaussures, le Weston, je sais pas quoi là. Et puis, c'est pas tout, aussi les comptes en banque. Parce qu'ils n'investissent pas en Afrique. Ils investissent beaucoup en Occident. Ils ont des comptes en banque. À n'importe quel moment, l'Occidental, il va faire les sanctions. Il va dire bien mal à qui. Il va essayer de vous influencer dans vos prises de décision. Et puis finalement, il y a le CFA. Là, je vais chuter donc là-dessus. Parce que mes camarades en ont beaucoup parlé. C'est pas que moi, j'y pense pas. Hein. Mais il faut qu'on soit tous du même avis pour à chaque fois marteler cela jusqu'à ce que ça soit définitif, quoi. Le franc CFA n'est pas une monnaie viable. C'est une monnaie de singe puisqu'elle est gérée par un pays étranger et ce pays nous opprime. Si au moins ce pays nous faisait du bien, on pourrait dire que bon, peut-être qu'on gagne quelque chose là, mais c'est un pays qui nous opprime. Donc le gouvernement malien, sa priorité, c'est éliminer le terrorisme et puis s'entendre avec la CEDEAO, mais sans pour autant se soumettre à un agenda qui ne serait pas convenable pour le Mali. Parce que la CEDEAO, de toute façon, on l'a vu, travaille pour les puissances étrangères. Merci à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Eh bien, Jonathan Batenguene, je vais me tourner vers vous pour la dernière prise de parole en 2 minutes, tel que me signale la réalisation, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission, même si l'avenir, contrairement à ce que vous pensiez il y a quelques minutes, l'avenir du Mali doit s'inscrire vraisemblablement dans la CEDEAO, mais on doit plus axer le combat sur la sortie très prochaine du Mali du franc CFA. Monsieur Wafo, je peux le dire sans sourciller. En 2 minutes. Je crois que le Mali n'a plus d'avenir dans la CEDEAO. C'est votre conviction? J'y crois profondément. Les Maliens peut-être feront l'expérience douloureuse, s'ils y restent, de ce que sera la CEDEAO. Ça sera le moment de tourment le plus extrême et ça sera un moment de bras de fer à n'en plus finir, mais surtout de distraction pour les empêcher de se concentrer à l'essentiel. Les alliances politiques ne sont pas des jeux de circonstances simplement. Il s'agit
de situations qu'on exploite à fond pour parvenir à des objectifs palpables, concrets, mesurables, évaluables. L'alliance avec la Russie doit être évaluée bientôt. Elle ne sera pas seulement évaluée du point de vue sécuritaire. Elle devrait être évaluée du point de vue économique, du point de vue politique. Pour que des avancées palpables se réalisent dans ce domaine, il faut avoir des coudées franches. Il faut sortir de tout lien avec des organisations qui vous traînent par le pied. La CEDEAO ne sert plus à rien au Mali, je le répète pour ma part. La CEDEAO est inutile au Mali actuellement. Le Mali doit prendre ses responsabilités. Le Mali, contrairement à ce que notre aîné a dit, le Mali a un partenaire fiable à ses côtés. L'Algérie, frontalier. Un autre partenaire fiable, la Mauritanie, qui est sortie de la CEDEAO en 2000. Allez voir, les Mauritaniens sont-ils morts? Ils vivent, ils continuent. Ils ont signé même en 2017 un accord de coopération avec cette même CEDEAO. Le Mali peut faire pareil. Le Mali ne doit pas hésiter. C'est une opportunité qui lui est ouverte. Le Mali doit sortir de la CEDEAO. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que le Mali prenne le calendrier de la sortie de la CEDEAO comme un élément désormais essentiel dans son plan de transition. Le professeur Mbelek a dit quelque chose. Les militaires doivent mettre le Mali à un niveau où le Mali pourra décoller et aller de son propre chef. Pour que cela se fasse, il faut éliminer tous les goulots d'étranglement. La CEDEAO, le CFA et toute autre force, comme ils ont fait avec la France, qui pourrait traîner le Mali vers le bas. Le Mali doit prendre au sérieux cette question de la sortie de la CEDEAO. Mais dans les prochains jours, le Mali a un défi important à réaliser. L'ambassadeur des États-Unis a dit que le Mali que Wagner ne gagnera pas la guerre au Mali. Pour lui, la lutte contre le terrorisme se limite et se résume à Wagner. Le peuple malien doit répondre à l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Le peuple malien doit se mobiliser et dire au gouvernement états-unien que le gouvernement états-unien continue de soutenir l'Ukraine et se mêle de ses propres affaires. Le Mali a choisi ses partenaires, le Mali assume ses partenariats. La sortie de la CEDEAO, la sortie du franc CFA doivent être dans l'agenda prioritaire du gouvernement de transition. Au sortir de cette transition, on aura un Mali véritablement prêt à son décollage à tous les niveaux. Il faut sortir de la CEDEAO. Il faut sortir du franc CFA. Merci à vous, Jonathan Batengene. Eh bien, on a failli sortir de l'émission en oubliant de rappeler une date très importante. On va bien sûr la rappeler avec notre ami Issa Diawara de l'autre côté de Bamako. Eh bien, Issa Diawara, il faut rappeler que lundi, c'est le 20 juin. Et le 20 juin est une date très importante pour le peuple malien parce qu'il faut rappeler que le parquet de Bamako a convoqué l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le 20 juin du côté de Bamako pour répondre dans une affaire de pot de vin, de corruption. Eh bien, comment vous, de votre côté, vous vous préparez pour accueillir le ministre français, en tout cas l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, si jamais il daigne se présenter au tribunal de Bamako? Non, c'est un fouillard, je ne crois pas qu'il va venir, c'est un perré, c'est un gros mouillard, quoi. C'est un fouillard, je ne crois pas qu'il va se présenter à Bamako. Peut-être qu'il va rester ici, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il va se présenter. D'ailleurs, cette affaire résume à peu près l'ensemble du débat d'aujourd'hui. Je respecte l'opinion, la position de tout et chacun. C'est dire simplement que le Mali aime frapper là où peut-être les gens s'y attendent moins. Beaucoup avaient peut-être crié peut-être à un théâtre la convocation de Jean-Yves Le Drian, c'est une réalité. L'expulsion de l'ambassadeur de France, c'est une réalité. Ce n'est pas la CEDEAO qui est un problème pour le Mali.
Nous savons comment gérer ces dossiers CEDEAO. Les 5 colonels du Mali savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous ai dit, je vous assure, nous ne ferons pas plaisir à la France de nous isoler au sein d'une communauté de 15 États. Le Mali, la Mauritanie, nous n'avons pas les mêmes agendas. Quand la Mauritanie s'est retirée, elle n'a pas été confrontée à la situation du Mali. C'est une première dans l'histoire de la CEDEAO, voir un pays qui soit soumis à de telles sanctions. Jamais avant le Mali, un pays de la CEDEAO n'a connu autant de sanctions. Jamais avant le Mali, un pays de la CEDEAO n'a eu le courage d'expulser l'ambassadeur de la France et d'affronter militairement la France sur le terrain en expulsant tous ces militaires de force d'une manière un peu forcée. Donc comprenez c'est dans quoi nous sommes. Nous sommes en guerre, on ne va pas ouvrir 1000 fronts à la fois. Il y a des fronts qu'il faut tempérer. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Une raison de plus, nous n'avons pas fini avec la France. Nous n'allons pas laisser entre les mains de la France un front qui va se solidifier, que la CEDEAO se renforce en restituant, en mettant la Guinée et le Burkina dans certaines conditions. En tout cas, comprenez qu'il y a des choses qui ne se disent pas, mais allons doucement. Il ne faut pas permettre à la CEDEAO de récupérer la Guinée des mains du Mali. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Faites beaucoup confiance aux 5 colonels. Ils savent où est-ce qu'ils sont en train d'amener les bateaux maliens, les bateaux africains. Et Inch'Allah, ces bateaux vont arriver à bon port. C'est à nous d'isoler la France et non à la France de nous isoler au niveau de notre communauté. Je vous remercie. Merci à vous également, Issa Diawara, le général du peuple malien. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous également, Dominique Yamtimba. Merci à vous, Jonathan Batengene. Merci à vous, professeur Jean-Paul Mbelek. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition du Mérite panafricain. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission à la réalisation. On avait bien sûr Dae Nathan. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres productions, toujours sur la télévision panafricaine. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir.